Heureux d'introduire cette table ronde sur les innovations pour accroître l'usage des énergies renouvelables, la dernière table ronde de cet après-midi. Je vais laisser la parole tout de suite aux intervenants et je reviendrai pour la conclusion. Très bons échanges, à bientôt. Merci Benoît. Donc je prends la parole en tant que... alors je suis marqué intervenant et animateur. Donc je suis Yvan Faucheux, je suis membre du Collège de la Creux. Donc collégien pour certains ou commissaire pour d'autres, puisque c'est une commission administrative indépendante. Nous avons autour de la table 3 invités qui viennent d'horizons très différents. Nesrine Daraghi qui vient d'une start-up deep tech, Aurélie Carayol qui vient d'un opérateur régulé. Et enfin Quentin Dubrul, j'aurais presque tendance à dire self-made man, mais il va se présenter inventeur, créateur, génie, géotrouve-tout de la table ronde. Et donc, ce que nous allons faire assez rapidement, c'est que chacun va se présenter et présenter l'activité de son entreprise ou l'activité sur laquelle il est positionné. Moi, je vais vous infliger, malheureusement, pour tous ceux qui nous suivent, et j'en suis vraiment désolé par avance, le petit quart d'heure, non, là, quelques minutes pour présenter la Creux. Donc, la Creux, c'est une autorité administrative indépendante. Donc, qu'est-ce que fout la Creux dans l'innovation ? La Creux régule le secteur de l'énergie, électricité et gaz. Elle régule essentiellement les réseaux qui sont entre la production et la consommation. Et on a des activités également de régulation ou de surveillance des marchés, que ce soit en amont, en aval, ce qui donne à l'autorité une capacité à, entre guillemets, avoir une certaine influence sur le secteur de l'énergie. On a 3 grands principes: l'indépendance, la transparence, l'impartialité. Et si vous voulez savoir ce que la Creux fait, je vous invite à aller sur son site web et télécharger les 347 délibérations pour l'année 2020, dont l'impression vous permettra de contribuer à la déforestation de la forêt amazonienne en toute bonne conscience. Voilà, je voulais terminer sur un point avant de passer la parole aux 3 invités. La Creux défend le consommateur. Alors, il défend le consommateur à court terme, donc les prix les plus bas. Il défend le consommateur à moyen terme, s'assurer qu'on aura toujours l'électricité quand on appuiera sur la prise. Quand on appuiera sur la prise, non, il ne faut pas appuyer sur la prise, il faut appuyer sur l'interrupteur. Sinon, ça peut faire très mal. Et on défend le consommateur à long terme. Le consommateur à long terme, c'est celui qui est employé dans les entreprises, c'est celui qui développe de l'innovation, c'est celui qui développe de l'activité. Donc, c'est toute la partie industrielle innovation qui est pour la Creux un élément essentiel de la défense du consommateur. La régulation d'un secteur énergétique ne se fait pas au meilleur prix uniquement, il doit aussi se faire au meilleur retour, que ce soit dans le court terme, dans le moyen terme et dans le long terme. Et donc je voulais insister un peu là-dessus pour que vous ayez bien en tête qu'un régulateur est en permanence sous une injonction contradictoire de rechercher le meilleur prix à T0, mais aussi ce qui contribue à créer de l'emploi, de l'activité dans 10 ans, dans 15 ans, et ça s'appelle de l'innovation. Je vais passer par la parole à Nesrine, pour présenter l'activité, son activité dans le domaine du stockage de l'énergie, du stockage de l'électricité par batterie électrochimique. Nesrine, la parole est à toi. The floor is yours, comme on dit en anglais. 5 minutes. 5 minutes. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour l'invitation à cette table ronde. Alors, Hive Electric est créé il y a 2 ans. On est un centre de recherche-développement pour le stockage d'énergie et on se définit comme des développeurs de nouvelles générations de batteries, solid state par exemple, et lithium free ou lithium free, sans métaux critiques, sans lithium, sans cobalt, sans manganèse, etc. Donc, on est convaincu que la région Hauts-de-France est la région de la mobilité électrique. Donc, on est basé ici depuis quelques années et il y a tout l'écosystème en fait favorable pour se développer. Il y a 2 gigafactories et aujourd'hui, avec bien évidemment PSA et Renault, aujourd'hui, sur les ondes de BFM, on a annoncé nous-mêmes une collaboration avec des pétroliers, un pétrolier en Algérie pour une gigafactory. Ce sera la première gigafactory en Afrique. Donc là, voilà, la collaboration commence à partir de l'année prochaine, 2022.
pour une prod à partir de 2023. Comment décrire Hive? Quels sont les apports? La techno qu'on développe, à part le lithium ou le fer phosphate, le lithium fer phosphate, on travaille sur une next generation qui est solid state ou tout solide. On travaille sur notre techno qui est une techno de rupture, l'aluminium ion, qui est aujourd'hui au niveau performance presque le double de ce qu'on trouve pratiquement dans les hybrides. On est loin des 450, bien évidemment, mais le potentiel énergétique de ce qu'on développe est 2,3 minimum le potentiel du lithium-ion. Donc, le lithium a pris à peu près 30 ans pour évoluer, pour arriver à son potentiel maximum. Nous aussi, on essaie d'accélérer ce rythme pour arriver à ce potentiel. On a plusieurs partenaires académiques en France et en Europe et partout dans d'autres continents. Et on collabore beaucoup aussi avec des industriels. Donc, parmi parmi les questions qui étaient évoquées avant cette table ronde, comment une start-up arrive à accélérer son rythme d'introduction sur les marchés, c'est que les start-up, généralement les start-up deep tech, arrivent avec une innovation de rupture, avec une technologie qui est tellement évidente et qui répond à un vrai besoin qu'on crée une société. On ne crée pas pour faire du business, uniquement du business, mais on crée parce qu'il y a vraiment une solution pour un besoin qui existe. On n'invente pas les besoins. Et c'est le cas de Hive. Aujourd'hui, voilà, on essaye de collaborer avec notre écosystème et on attend, je veux dire, pas on attend, mais on est open pour toute collaboration, pour toute suggestion. Et voilà. Merci. Allô? J'ai peut-être 1 minute, mais Nasrine, tu as tenu en 4 minutes, ce qui est parfait. Aurélie, je te passe la parole. Aurélie, donc venant de nos camarades de Gazier, va nous parler d'hydrogène. Aurélie, la parole est à toi. Bonjour à tous et merci de cette invitation à cette table ronde. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc moi, je travaille chez GRT Gaz. Alors GRT Gaz, c'est un opérateur de transport de gaz régulé par la CRE. Donc le transport de gaz se fait par des canalisations de transport qui sont enterrées. Et la partie transport, c'est la partie haute pression depuis les points frontières jusqu'à la ceinture des villes. Donc on est un opérateur qui couvre une grande majorité du territoire français, sauf la partie sud-ouest où il y a un autre opérateur qui s'appelle Terega. Donc moi, je suis directrice du projet hydrogène au sein de GRT Gaz, parce qu'aujourd'hui, on est en train de se préparer à verdir de plus en plus le gaz qu'on transporte. Donc, il y a déjà du biométhane qui est injecté dans le réseau de gaz naturel. Et on s'intéresse aussi à d'autres filières qui produisent du méthane de synthèse, donc par différentes technologies qui peuvent être de la pyrogazéification, de la gazéification hydrothermale, un méthane qui est reconstitué avec de l'hydrogène et du CO2 et qui peut être intégré directement dans le réseau et on intègre comme ça une fraction d'hydrogène. On s'intéresse aussi au port to gaz, donc la production d'hydrogène par électrolyse. Donc on a un démonstrateur qui s'appelle Jupiter 1000 situé à Fos qui injecte dans le réseau de transport depuis février. C'est un projet qui est coordonné par GRT Gaz avec beaucoup de partenaires de toute la filière, à la fois RTE, la CNR pour la production d'électricité, McPhy pour les électrolyseurs. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il y a de l'injection d'hydrogène et on travaille aussi sur une étape supplémentaire qui est la méthanation, où on va recombiner du CO2 issu de fumée industrielle avec un processus développé par la société L'Heureux et Lotz qui le capte avec des amines. Et ensuite, ça passe dans un réacteur développé par la société Kimod pour reconstituer un méthane de synthèse qui est injecté directement dans le réseau. On se prépare également à plus long terme à pouvoir convertir
nos canalisations gaz qui ne seraient plus utilisées parce que la demande en gaz aura suffisamment baissé, donc il y a des canalisations qui seront laissées libres. Et l'objectif, c'est de les convertir au transport 100% hydrogène. C'est pour ça qu'on a lancé aussi une consultation du marché en juin 2021 avec Terega, l'autre transporteur de gaz dont je parlais tout à l'heure, pour regarder quel est le besoin en termes d'offres et de demandes et où un tuyau se justifie à plus long terme. Et pour ça, on se prépare et on a un projet franco-allemand, c'est une première de canalisation franco-allemande transfrontalière avec l'opérateur Kreos Deutschland dans la zone de la Sarre, où on veut convertir 70 km de canalisation qui était une ancienne canalisation qui n'est plus exploitée aujourd'hui et la convertir en 100% hydrogène. Eh ben, c'est parfait. Aurélie, en fait, j'ai 2 minutes de libre que du Quentin va pouvoir utiliser. Non, même pas. On passera au débat. On passera au débat. Quentin, la parole est à toi. Une éole, c'est quoi? Une éole, ça fait penser au vent, ça fait penser à union, ça fait penser à uni. Oh là là, c'est si beau. Si j'avais été aussi loin quand j'ai trouvé le nom. Donc voilà, bonjour à vous tous. Pareil, vraiment ravi d'être parmi vous et de pouvoir discuter de ces très beaux sujets. Donc je suis Quentin Dubrul, l'humble fondateur d'Unéole. Alors qu'est-ce que c'est une éole? Moi j'aime bien commencer d'abord par un petit constat, un petit tour d'horizon. Donc c'est pourquoi je fais ça. Moi je suis parti d'un constat qu'on a tous en vérité. En ville, c'est là où on consomme le plus d'énergie. Et c'est évidemment la campagne qui fait le taf, en tout cas partie de l'électricité. C'est la campagne qui produit cette électricité pour la ville. La problématique dans les prochaines années qui vont arriver, et ce n'est pas la creux qu'on pourrait dire le contraire, c'est que la ville va augmenter sa consommation en toutes les problématiques autour du véhicule électrique, en faisant passer les chaudières au gaz en chaudières pompe à chaleur qui utilisent de l'électricité. Et voilà, plein de sujets, mais des sujets aussi comme la Smart City, tous ces échanges de données et tous ces data centers qui nécessitent ces échanges de données vont augmenter la consommation des villes. La problématique, c'est que la campagne en face, elle est un peu arrivée à un taquet, elle est arrivée à une sorte de plateau. On sait éteindre des centrales. Alors, il y a des choses qu'il faut faire, dégager centrales charbon, il n'y a aucun problème, il faut les éteindre. Mais on arrive aussi à éteindre des centrales nucléaires. Par contre, en parallèle, on a un peu plus de mal à en allumer. En tout cas, il y a des difficultés à en rallumer de nouvelles. Le fait est qu'on a la ville qui va augmenter sa consommation d'électricité et on va avoir la campagne qui va arriver sur une forme de stagnation, en tout cas pendant les prochaines années, qui va avoir du mal à véritablement augmenter. Nous, à notre humble niveau, on essaye de trouver les solutions les plus efficaces pour la ville pour qu'elle commence à prendre, entre guillemets, sa part des choses, donc qu'elle se mette à... En gros, trouver des solutions qui permettent aux bâtiments de rentrer dans le concept du bâtiment durable et de la ville durable plus généralement. Et pour ce faire, on développe une sorte de nouvel étage, donc un élément qui fait à peu près 3 mètres, donc les 3-4 mètres, l'équivalent d'un étage de plus, qui permet au bâtiment de produire son énergie, qui permet au bâtiment de transmettre ses datas, donc qui a intégré le concept qu'on est quand même dans un monde numérique, et qui en parallèle permet de protéger thermiquement le bâtiment, donc en le mettant à l'ombre et en ayant moins d'impact sur les grandes canicules d'été. Et ça, on l'appelle, c'est ce qu'on a réellement développé, c'est la plateforme de mix énergétique Unéole. Et en gros, c'est tout simplement une structure, alors qui est pour l'instant métallique et on est en train de travailler avec l'ADEME pour la faire en bois, mais une structure métallique qui recouvre tout le bâtiment, donc toute la surface du bâtiment. Par au-dessus, on va y mettre un maximum de panneaux photovoltaïques, et tant qu'à faire les meilleures technologies, ce qu'il y a de plus efficace actuellement. Et sur les coins les plus venteux du bâtiment, on va y mettre un maximum de nos éoliennes, donc les éoliennes Unéole, qui sont un des produits qu'on a développé spécifiquement pour ça. Et le tout fait que cette plateforme de production mixte Unéole, est le meilleur système au monde de production d'énergie renouvelable en zone urbaine. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce qu'on a un maximum de surface, on prend toute la surface du toit, on est au-dessus des éléments techniques, donc on a vraiment un maximum de panneaux photovoltaïques. Et en plus, on va y rajouter la production de nos éoliennes. Donc personne en quantité d'énergie n'arrive à annoncer des chiffres à la hauteur, enfin en tout cas à la hauteur de ceux qu'on propose. Et l'autre niveau qui est très bon, c'est en qualité d'énergie. En autoconsommation, on a évidemment le photovoltaïque. Tout le monde sait, le photovoltaïque, ça ne produit que la journée et principalement l'été. Enfin, en tout cas, beaucoup plus l'été. Il y a plus de jours. Et nous, on va y associer quelque chose d'excessivement complémentaire que sont les éoliennes, qui vont aussi produire la nuit et qui vont rééquilibrer l'hiver. Il y a beaucoup plus de vent l'hiver que l'été. Associer les deux, c'est clairement augmenter le taux d'autoconsommation d'énergie produite sur le bâtiment.
Donc voilà ce qu'on fait. Après, voilà la couverture, enfin ça j'en ai déjà parlé, mais la couverture photovoltaïque met de l'ombre au bâtiment, donc on a moins besoin de clim, on réduit sa consommation d'énergie. Et après, on a des poteaux qui permettent de pouvoir mettre les antennes qu'on souhaite. Et l'ensemble des équipements qui sont déjà présents sur le toit sont protégés. Donc, enfin, les pompes à chaleur, les gaines de ventilation, tout ça, sont déjà protégés par le toit. Nos clients, très rapidement, c'est des gens qui ont des bâtiments à toit plein en zone urbaine. Donc, on va parler de bailleurs sociaux, bâtiments tertiaires, de retailers, de logisticiens, de bâtiments ministériels, pourquoi pas. Modèle économique, je vais très rapidement là-dessus, mais on en a deux. Le premier, c'est vendre, on va dire, clé en main la plateforme. Donc, on va faire toutes les études spécifiques en amont, études énergétiques, études de structure, même études de design, enfin, études approche design. On va poser la plateforme, on va la mettre en fonction et on va proposer la maintenance derrière. L'autre modèle, c'est qu'on va essayer, alors c'est que dans les gisements assez exceptionnels, donc souvent la côte ou voilà. Le deuxième modèle, c'est on va vendre du kilowattheure à un prix inférieur au réseau. Donc, permettre à des gens de pouvoir autoconsommer l'énergie qui est produite sur leur toit à un prix inférieur au réseau. Et quand même récupérer, enfin en tout cas, avoir suffisamment de marge pour pouvoir en vivre. Voilà, très rapidement. Après, il me reste 1 minute, donc je vais aller très vite là-dessus. Mais moi, je suis ambassadeur du développement durable depuis presque 10 ans. Donc, évidemment, j'ai essayé d'équilibrer mon entreprise autour des 3 piliers du développement durable. Donc, évidemment, économique, c'est vraiment un projet industriel qui a vocation à gagner sa vie. Écologique, notre éolienne est le système de production le plus bas carbone au monde. Le CEREMA a validé le fait qu'on soit moins cher en carbone que le nucléaire. Et voilà, on a plein de programmes sociétaux. Et entre autres, là, ce matin, j'étais dans le centre pénitentiaire de Bapaume pour apprendre à des gens voilà, comment fabriquer notre éolienne et voilà, comment faire sortir nos produits des 180, enfin potentiellement des 180 centres pénitentiaires de France. Voilà pour un petit résumé en 5 minutes. Ok, merci à tous les trois. Je pense qu'on va rentrer dans le vif du débat. Alors, vous allez voir que les premières questions ont bien évidemment été préparées, mais sinon, ce ne serait pas drôle. Première question qui va s'adresser à Nesrine, et je vais essayer de contextualiser la question. Quand on se lance dans l'innovation dans le domaine des technologies de l'information, le coût de l'échec en termes de temps passé n'est pas très grand, parce que le renouvellement technologique, alors n'est pas très grand, il y a des beaux échecs, mais enfin, le renouvellement technologique est en règle générale suffisamment rapide. Les biens s'amortissent en 5-7 ans, sauf quand on parle des infrastructures. Et donc, je dirais, c'est un peu comme au poker, on redistribue les donnes de temps en temps. Dans le domaine de l'énergie, premier constat, il est quand même très compliqué. L'énergie aujourd'hui n'est pas un système à renouvellement technologique rapide. Les systèmes d'énergie renouvelable, c'est 20 ans. Des systèmes nucléaires, c'est quelque chose entre 30 et 60 ans. C'est pas encore forcément très bien. Des réseaux, alors là, j'en parle même pas. C'est X années avec X parfois supérieur à 100. Comment une start-up gère-t-elle ce temps long, surtout quand elle part de TRL très bas, ce temps long qui est d'ailleurs assez spécifique ou assez caractéristique du système énergétique. Nesrine. Merci pour cette question. Effectivement, pas du tout d'ailleurs. Hein. Non, c'est ultra intéressant, je pense, pour les start-upers ou qui nous suivent aujourd'hui. En fait, pour le deep tech, et pour les sociétés deep tech, je veux dire, où il y a une techno de rupture, où on part effectivement d'un TRL très très bas, parfois 3 ou 4, c'est pas évident. C'est comme dans le secteur pharmaceutique en fait. Il faut cramer beaucoup d'argent pendant des années et miser beaucoup sur ces pistes qui sont risquées parfois à 99%. Il faut continuer à les financer pour arriver jusqu'au bout. Et donc, ça, c'est la démarche des Asiatiques et plus précisément en Chine. C'est ce que Joe Biden, à un moment donné, a déclaré il y a quelques mois, en disant que la différence entre les États-Unis et la Chine, c'est que en Chine, ils misent sur les opportunités et sur les technos de rupture. Ils n'attendent pas, ils réfléchissent pas 2 fois. Et s'il y a une opportunité, go.
Ils mettent tout ce qu'il faut, ils n'ont rien à perdre et c'est comme ça qu'ils sont aujourd'hui et ils vont être les leaders de l'innovation pour plusieurs secteurs et notamment je parle de l'énergie et des batteries. Joe Biden fait la même chose d'une manière peut-être un peu décalée, mais il mise aussi sur, il a mis effectivement un budget de plus que 150 milliards de dollars juste pour les voitures électriques et les batteries. Aujourd'hui en France, il y a le France 2030 où il y a des investissements de 30 milliards pour des secteurs critiques et ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Mais là, en fait, l'approche est différente parce que aux États-Unis, ils misent sur les petits avant les grands, ce qui n'est pas le cas parfois dans les pays européens. Et donc, c'est une difficulté effectivement pour les startups. Et donc, dans notre cas plus précisément, puisqu'on n'est pas une spin-off ou spin-out d'un laboratoire public, donc la démarche est simple, trouver des clients. Trouver des clients, généralement, c'est ce que j'ai dit au départ. S'il y a une startup deep tech, c'est qu'il y a une valeur ajoutée, c'est sûr, c'est qu'il y a une techno. Si on crée, c'est pas parce qu'on est des entrepreneurs, c'est parce qu'on va devenir des entrepreneurs puisqu'il y a déjà une solution technologique. Donc, la solution existe. Donc, ce qui manque parfois, c'est l'écosystème qui commence aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on parle du Startup Nation. Donc, il y a un mindset qui change au fur et à mesure. Donc, par contre, c'est pas aujourd'hui, on peut pas miser trop sur ça parce que c'est pas encore très mature cet écosystème et donc il faut trouver des revenus, aller vers l'international. Il y a des marchés qui acceptent d'être des testeurs, d'être les early adapters et d'être les premiers. Ils veulent être les premiers et tester les premières technos et ça c'est la démarche que je conseille. Je conseille tous les startups deep tech en fait. D'aller voir les marchés qui sont plus accessibles, ne pas rester fermé. C'est pas ce que vous proposez n'est pas uniquement national ou régional. Vous pouvez vendre à l'international. Vous trouverez certainement des early adapters, ces premiers clients testeurs. Et ça, c'est le vrai boost en fait. Ce qui m'avait frappé d'ailleurs, parce que là, il s'agit d'aller chercher des nouveaux clients, mais il y a aussi le fait de ne pas dépenser de l'argent n'importe comment, parce que la vallée de la mort va être longue. Exact. Et notamment, faut-il acquérir des brevets? Faut-il, ou est-ce que malheureusement, il faut prévoir un long temps? Alors, pour répondre à votre question, dans notre cas, les brevets, c'est un élément de risque. Donc, moi, je préfère mettre toutes nos innovations en open source et ne pas déposer des brevets qui vont être tout de suite absorbés par des grands groupes et qui vont être bien évidemment utilisés que par des grands groupes. On ne sera pas face à des géants qui font des chiffres d'affaires de milliards d'euros en train de négocier une licence ou un brevet. C'est impossible. Donc l'idée est simple. Essayez d'avancer avec, bien évidemment, avec des partenaires de confiance. Ça, c'est une autre histoire, mais essayez d'avoir déjà des partenaires de confiance. C'est comme ça qu'on va avancer, sinon c'est impossible. Et aussi, ne pas perdre beaucoup de temps à essayer de se protéger, parce que l'idée finalement, et c'est l'idée des start-upers deep tech, moi je parle plutôt parfois de cette catégorie, parce que là, si on crée, c'est parce que on a une solution et qu'on souhaite qu'elle passe à l'échelle à un moment donné. Donc moi, à la limite, ça ne me dérange pas de fournir quelques licences et c'est ce qui est prévu de mettre pas mal de choses en open source. En fait. Alors, la parole va être à la défense pour Aurélie Carayol sur le débat petite entreprise, grand groupe. Alors, grand groupe avec une particularité, c'est que GRT Gaz n'est pas un concurrent potentiel sur beaucoup d'activités. Aurélie, comment tu collabores avec des petites startups toutes mignonnes? Alors, il y a plusieurs façons de travailler parce que du coup, quand j'ai expliqué qu'on est en train de verdir le réseau, on voit qu'on le fait pas tout seul. Donc, on lance des démonstrateurs. Donc, c'est Jupiter Mine, par exemple, lancé en 2014 avec McPhee, qui était déjà une grosse start-up
pour développer les électrolyseurs, et Kimod, qui est une petite entreprise adossée à un grand groupe, certes le groupe Alcen, mais avec 5 personnes, et qui a développé sur Jupiter 1000 le premier méthaneur, pour justement effectuer cette réaction pour recombiner le CO2 et l'H2. Donc, c'est via des démonstrateurs pour ce Power-to-Gas. Ça peut être d'autres technologies comme la pyrogasification, la gazéification hydrothermale. Mais l'outil principal qu'on a au sein de GRT Gaz, ça s'appelle l'Open Innovation Factory. Donc, ça a été créé en 2016. Et en fait, quand on a un problème opérationnel, technique ou alors transverse, on poste des appels à projets sur ce site internet d'Open Innovation Factory. Je pourrais donner le lien tout à l'heure. Et l'objectif, donc ça on le fait, on a des partenaires qui sont le Club Innovation Paris Co, le Comité Richelieu, qui est l'association française des entreprises d'innovation et de croissance. On a également comme partenaire la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et région Île-de-France. Et puis, dans l'écosystème des startups, on a aussi Rise Lab et InWibe qui font aussi partie des acteurs clés de l'open innovation. Et donc, on a soit des appels à projets bien définis parce qu'on a une problématique. Alors, ça peut être, par exemple, de la réalité augmentée pour entraîner nos opérationnels à des exercices de sécurité, pour de la formation. Ça peut être aussi du développement de nouveaux algorithmes pour être capable de traiter de données pour la gestion de nos actifs industriels. Ça peut être quelque chose de très technique aussi, comme on inspecte nos canalisations régulièrement, on fait passer des caméras pour voir quel est leur état, mais on cherche aussi des solutions innovantes parce que j'ai expliqué, ces canalisations, à terme, on voudrait pouvoir les reconvertir à l'hydrogène. Donc, c'est très vaste et du coup, donc ça touche des sujets sécurité, des sujets techniques, décarbonation, IoT, etc. Et on fait passer en fait des pitchs. Donc, il y a déjà 114 pitchs qui ont été réalisés de 30 minutes. On a noué depuis 2016 23 partenariats. On avait reçu déjà 543 candidats et avec un investissement de 1,5 million auprès des entreprises sélectionnées. Alors, qu'est-ce que ça apporte pour les startups? C'est un partenariat avec GRT Gaz. Ça veut dire du financement, mais aussi de l'accompagnement, de la médiatisation, des événements externes organisés avec GRT Gaz. Il y a une cérémonie de remise des prix. Et puis, il y a également un club des lauréats de cette Open Innovation Factory. Donc, pour nous, c'est très important parce qu'on a besoin de gens qui pensent out of the box, justement, parce que on comprend qu'on a besoin des autres pour évoluer, pour nous transformer, pour ces gaz verts, mais aussi pour transformer notre outil industriel qu'on maintient le mieux qu'on peut, mais on doit aussi l'adapter. Voilà. Je retiens des contrats, un cahier des charges techniques. Il y a Quentin qui revient. Des contrats, un cahier des charges techniques et surtout un partenariat. Oui, du coup, je vais mettre le lien de l'Open Innovation Factory sur le… Oui, parce que j'ai compris, il y a combien de contrats déjà signés? 114? Alors, du coup, il y a 23 partenariats déjà signés depuis 2016. Il y a eu 114 pitchs. 114 pitchs. Bon, alors on attend le 115e, 116e, 117e, voilà. qui sont dans la salle. Il faut que vous alliez regarder. Oui, il y a déjà des appels à projets en ligne. Je vais mettre le lien. Ah oui, si tu peux mettre le lien, ce serait parfait. Bon, j'avais dit que ce qui caractérisait l'énergie, c'était le temps long. Ce qui caractérise aussi l'énergie, c'est le régulateur qui va parler, c'est sa réglementation. Sachant que le régulateur n'est pas celui qui fait la réglementation. Donc, si vous avez des critiques à l'usage de la réglementation, n'hésitez pas, je ne me sens pas du tout concerné. Moi, je ne fais qu'appliquer les réglementations. C'est un secteur qui, effectivement, est quand même en permanence sous des injonctions qui sont des injonctions de type normative. Ça participe d'ailleurs du temps long, puisque élaborer une norme prend en règle générale un tout petit peu de temps. Et donc, question à Quentin, qui intervient dans un secteur pas normé du tout, puisqu'il s'agit de l'urbanisme dont on connaît la légèreté de la réglementation, le secteur de l'autoconsommation et de la production d'électricité qui est
quasiment complètement libéralisé, et le tout dans le secteur de la ville qui effectivement échappe totalement à toute réglementation. Quentin, quel serait le conseil que tu donnerais pour des gens qui ont envie de se lancer dans un secteur qui d'emblée est tout sauf évident pour des petites structures avec des grandes ambitions? Un conseil, je sais pas si, je sais pas s'il y en a. Le premier, c'est, il ne peut pas être bon ce conseil, c'est fuyez, ne faites surtout pas ça. Donc, non, parce que j'en rajoute. Répétez, Quentin, c'était pas celui-là. Hein, c'est clair et net. Non, parce que c'est ce que je fais, j'adore. Non, parce que j'en rajoute un troisième, c'est que c'est aussi un projet industriel qui, une fois que tout est calé, qui va encore reprendre une année ou deux pour se caler en lui-même de par ce qu'il est. Que dire à ça? Non, je ne sais pas s'il y a un conseil à donner. Il y a un truc qui est absolument certain, c'est essayer d'anticiper au maximum. Alors, il y a des choses qui sont inanticipables. Une crise sanitaire. J'ai regardé mon business plan de 2019. Il n'y a pas une seule fois j'utilise le terme pangolin, et voilà, j'ai eu tout faux sur mon business plan de 2019. Non, voilà, il y a des choses qui sont inanticipables. Maintenant, il y en a d'autres où on le voit arriver. Les nouvelles normes de construction, donc qui s'appelle la RE 2020, donc sur laquelle je m'appuie, où le bâtiment va devoir produire une partie de son énergie, et j'ai vraiment un produit qui est fait pour cette norme. On est en 2021, elle va s'appliquer en janvier 2022. Sauf que moi, en 2018-2019, je voyais déjà l'ensemble du monde de l'immobilier passer la porte des différents ministères pour dire « Oh là là, ça ne va pas être possible, ça ne va pas être possible ». Enfin voilà, moi je voyais la norme qui était en train de reculer gentiment, commencer à avoir des mots, des phrases qui me faisaient dire que, OK, il ne faut surtout pas que je mette mon business plan avec cette norme qui est fondamentale pour moi en janvier 2020, comme son nom l'indique. Enfin, je veux dire, on aurait presque pu croire que ça aurait été en 2020. Et le fait est que non, je voyais le truc reculer. Et heureusement, voilà, c'est par ce genre de signe. Maintenant, une industrie, je sais que j'ai au moins 2 ans. Mon produit, je pensais qu'il me fallait 2 à 3 ans pour le développer. Il s'avérait qu'au bout d'1 an et demi, presque 2 ans, il cassait. Elle passait pas une très grosse tempête. Donc, on a dû revoir tout le modèle, repartir de l'intérieur, quasiment partir d'une feuille blanche. Mais au bout de 2 ans et demi de développement, on a déjà mis pas mal de sous sur la machine. On doit repartir. Alors, avec une expérience, mais en ayant maintenant la crainte de retrouver de nouveaux problèmes ou d'autres problèmes. Et ça n'est pas arrivé. Mais voilà, on a un produit à sortir, on a un produit à fiabiliser, on a un produit qui doit trouver son modèle économique. J'ai face à moi des produits tout à fait insignifiants, à peine industrialisés, que sont les panneaux photovoltaïques. C'est-à-dire que on n'a jamais vu de grandes usines sortir des kilomètres carrés de panneaux photovoltaïques par jour. Et donc voilà, on a des gens qui ont déjà donné des valeurs au marché, des valeurs au kilowattheure d'énergie renouvelable, des chiffres au coût d'installation, enfin voilà, ok, c'est eux qui ont donné les chiffres. Moi, je dois sortir une petite machine industrielle sortie des Hauts-de-France à l'unité, et je me bagarre dans cette catégorie-là de prix, quoi. Donc il y a toutes ces choses-là à mettre en place. Et après, c'est que je ne suis pas un homme de science, ni même un ingénieur. J'aime beaucoup la technique, mais ce n'est pas ma spécialité. Moi, je suis plutôt homme de terrain et de marketing. Mais je me suis tout de suite associé avec un ingénieur, enfin même maintenant une équipe d'ingénieurs, mais c'est la rencontre avec un ingénieur. Allez, 2 ingénieurs très rapidement. Et c'est cette équipe, eux, ils ont très rapidement repris la technique. Moi, j'ai très rapidement repris les points où on avait des grandes particularités, ce qui faisait que là où le marché ne répondait pas, un truc tout con, une éolienne va toujours casser le photovoltaïque parce que moi, je peux produire la nuit. Point final. Enfin, on peut mettre le meilleur panneau photovoltaïque du monde, il ne produira jamais la nuit. Voilà, moi, j'arrivais à faire une différence. Donc, j'ai aussi travaillé mon produit, mes avantages, mes qualités. J'ai réussi à vendre ça parce que quelqu'un qui voulait produire en énergie renouvelable, je dis, tu peux le faire, mais tu peux le faire de façon intelligente. Mais si des éoliennes avec tes panneaux photovoltaïques, très bien. Et puis après, voilà, il y a eu la plateforme qui s'est créée. C'est un peu d'intelligence, c'est beaucoup de levée de fonds, c'est essayer de se renseigner au maximum, c'est parler avec énormément de gens. Moi, heureusement que j'étais très proche du monde de l'immobilier parce qu'ils me voyaient tout petit, eux très gros. Je pense qu'ils avaient aussi envie de voir arriver mon produit, donc ils m'ont apporté leur expérience et voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais il n'y a pas une réponse complète. Non, mais il y a vraiment, c'est plein de choses
qui font que on voit avancer le monde au fur et à mesure. On regarde combien on a de trésorerie, on regarde ce qu'on a besoin en R&D, on vend. Nesrine a absolument raison. Enfin, je veux dire, point numéro 1, 2, 3 et 4 de la liste, c'est on vend. Et à partir du point numéro 5, on commence à réfléchir à un bout de stratégie. Mais non, évidemment que le seul et unique but, c'est de faire entrer du chiffre. De toute façon, c'est la base de tout. C'est clairement la base de tout dans un business plan, dans un compte d'exploitation, dans une négociation financière. C'est combien tu as fait de chiffre d'affaires, quasiment première question. Ce chiffre-là, au début, tu parles de 10 000 balles, puis de 100 000 balles, puis de millions d'euros. Et plus ce chiffre-là prend de zéro, plus tu es crédible quand tu sors la moindre réponse derrière. Et donc, tout est basé. Des fois, tu vends mal. Hein. Moi, j'ai vendu des choses où j'ai perdu de l'argent in fine. Non. Les chiffres d'affaires, ça m'avait apporté énormément. Donc voilà, tu vends et tu avances. C'est paradoxal. Oui. Non, tu vends de l'imparfait. Tu vends du prototype. Tu vends aussi. Le terme rêve, j'ai horreur de ça parce qu'il est ultra galvaudé. Mais non, tu vends la perfection. C'est-à-dire, viens me voir. Je veux dire, achète-moi 10 000 balles mon éolienne. Ouais, elle est chère. Ouais, c'est du prototype. Ouais, tout ce que tu veux. Enfin, 10 000 euros pour certaines entreprises, ce n'est pas non plus énorme. Par contre, moi, je te fais venir et tu as une page dans la Voie du Nord parce que tu es en train de faire de l'innovation. Elle vaut 10 000 euros, cette page dans la Voie du Nord. C'est-à-dire qu'il arrive un moment, on peut vendre d'autres choses que la simple innovation. Il y a une éolienne qui produira du courant, il y a tout ce qu'on veut. Mais voilà, tu arrives à vendre et j'arrive à vendre une éolienne avec toutes les imperfections. Les premières, elles ont cassé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai réparées, puis je les ai changées. Ok, un modèle, ça m'a coûté de l'argent, mais j'ai des éoliennes qui ont maintenant 6 ans, enfin 5 ans, ça fait 5 ans qu'elles tournent. Et voilà, j'en ai produit 22 sur 8 sites différents. Donc voilà, vous voyez, il y en a qu'on a remplacé. Mais maintenant, on a quelque chose qui tient depuis 3 ans, toutes les tempêtes, qui marche très bien, qui produit. On a créé aussi des études pour ces éoliennes. Et voilà, la là, on a divisé par 3, on est presque à 4 le prix de fabrication de nos machines. Et là, maintenant, on a un discours qui fait qu'il n'y a personne en face de nous qui a les chiffres qu'on annonce. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, alors, seule chose, on a encore un peu de mal, c'est sur le prix. On doit rajouter une structure qui fait que là, au prix du kilowatt, on perd encore quelques centimes à cause de la structure. Qui est en train de, c'est une chose qu'on est en train de voir. Maintenant, bon, l'acier, il a pris 30%, donc on a encore 30% à revoir en plus. Mais non, mais voilà, on a ça absorbé. Le fait est que maintenant, au bout de 7 ans, j'ai pas la moindre honte de me retrouver par rapport aux gens qui sont déjà présents sur le marché depuis X temps avec du matériel qui est fiabilisé, érodé. Voilà, nous, on a de quoi se bagarrer, on a de quoi vendre, on a de quoi avancer. Je retiens un point commun entre Nesrine et Quentin. C'est attendez pas d'avoir le produit parfait dans 10 ans, vendez. Enfin, vendez. J'ai compris que, bon, vous pouvez un peu brader, mais quand même pas trop. Faut pas non plus tout perdre. En revanche, Nesrine est sur une aventure qui est très clairement sur une technologie de rupture, une deep tech. Quentin est plus sur une aventure qui est, entre guillemets, alors pardon, c'est un assemblage de technologies existantes, mais ce qui fait la valeur, c'est moins dans une technologie que dans l'assemblage de différentes technologies qui créent de la valeur. 2 questions. Pour l'intégration des ENR, est-ce qu'il faut maintenant faire de l'innovation frugale ou continuer à faire de la deep tech? Là, puis là, je vais vous laisser chacun défendre le bout de gras. Et c'est quoi le point commun entre vos 2 innovations? Je peux me permettre sur le point commun. Et je te laisserai sur la deep tech qui était tellement plus précisée. Le point commun, c'est que voilà, moi j'ai une solution de production d'énergie, un mix énergétique de l'association de techno. Maintenant, aller à l'heure actuelle avec un réseau, un des meilleurs réseaux au monde, qui est le réseau français d'électricité, je n'ai pas un besoin fondamental de batterie pour l'instant. On en reparle dans 10 ans. S'il y a 2-3 faiblesses, alors je sais bien que la Creux veille à ce qu'il n'y en ait pas. Néanmoins, pouvoir orienter dans le temps de la surproduction vers des moments de surconsommation, c'est vraiment une fonction quasi fondamentale pour ma plateforme. Donc, moi, le lien que je vois, c'est que je vais, d'une manière ou d'une autre, avoir besoin de cette autre technologie de stockage de l'énergie pour pouvoir faire le lien entre les moments où ça produit et les moments où ça consomme. Et pas l'objectif de se dire « Ah, je prends une semaine d'autonomie, je ne vais pas avoir des grandes batteries, mais quelque chose qui fasse le tampon, qui fasse le lien sur 24 heures, peut-être au pire 48 heures, mais entre les phases de consommation et les phases de régulation. » Donc, moi, j'ai un vrai besoin au niveau de la technologie.
Voilà. Parce qu'effectivement, c'est moins mon domaine, enfin, c'est pas ce que je fais. Merci Quentin. Effectivement, moi je pense le point en commun entre les batteries et les énergies renouvelables, c'est que si on souhaite avoir augmenter les performances, si on a besoin aussi d'assurer une régulation du réseau, il y a plusieurs applications possibles pour le stockage d'énergie et les batteries ou d'autres, il y en a plusieurs d'autres formes en fait pour stocker l'énergie, c'est indispensable. C'est indispensable parce que, juste un chiffre, peut-être chiffre choc, 1 heure d'ensoleillement par jour est suffisant pour alimenter toute la Terre pendant 1 an. Imaginons si on arrive déjà à capturer, mais aussi à stocker toute cette énergie. Donc là, c'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale en fait la Banque mondiale en fait qui pense et qui le dit dans tous ses rapports que la batterie ou le stockage d'énergie d'une manière générale, c'est la solution pour la transition énergétique. Et je suis à 100% convaincue que aujourd'hui, bon, peut-être pas pour les nouvelles technos, pour répondre à votre question, Ivan, pas pour le stockage d'énergie stationnaire, on peut utiliser, moi je recommande l'utilisation des batteries qui sont recyclées. Il y a plusieurs utilisations. On peut aujourd'hui, c'est le deuxième projet de Hive, c'est la partie reconditionnement et le recyclage des batteries. À prix maîtrisé, il y a une abondance de toutes ces batteries-là qui ne peuvent pas être utilisées, qu'on ne peut pas les utiliser pour la traction. On va trouver une autre solution, une autre réutilisation, ça s'appelle la deuxième vie pour ces batteries pour stocker l'énergie. Et de cette manière-là, on réduit l'impact environnemental de ces batteries-là. On augmente la durée de vie, donc ça réduit l'impact. Et surtout, on stocke l'énergie. On stocke les énergies pour les réutiliser ultérieurement. Là, on ne parle pas bien évidemment d'un stockage peut-être, juste ça, c'est entre parenthèses. Donc, la problématique des batteries de traction qui vont être à recycler, je pense c'est une solution aussi pour les ENR. Il y a il y a quand même comment dire, entre le stockage stationnaire et mobile, il y a quand même des points d'intersection. Je ne trouve pas le mot. Ah, mais c'est... Si je dois le rephraser, Nesrine, je dirais que le stockage stationnaire est une seconde vie naturelle pour des batteries de transport qui n'auraient plus assez de... Puis c'est bien parce que comme ça évite d'amortir tout le coût de la batterie sur uniquement l'application transport. Ça partage les coûts. Et que moi, avoir un peu moins d'efficacité, mais autant de poids, je suis sur un bâtiment, donc oui. On met 80 kg ou 100 kg, pas vraiment de sujet sur Exactement. Non, mais vraiment, exactement. Non, mais et d'ailleurs, c'est le lien, il est excellent. Tu me pardonneras, enfin pas de couper, mais en tout cas, mais ces batteries-là, alors, on va faire un saut dans le temps, mais ces batteries-là étaient une pure deep tech à l'époque quand elles sont sorties. Elles sont arrivées comme élément technologique le plus efficace et le plus efficient pour la voiture au moment où on a construit ces voitures. La voiture est en fin de vie, la batterie aussi. Et moi, des mecs comme moi vont récupérer ça. Alors, c'est vrai que j'ai pas une technologie ultra révolutionnaire. On va regarder les calculs de mécanique des fluides que j'ai fait pour faire mes pales. Mais le fait est qu'on a beaucoup d'innovations, mais on n'a pas de révolution, et ça, je suis premier à le dire, il n'y a aucun problème. Par contre, récupérer ces technologies à des coûts économiques et écologiques bien moindres que des technos qui sortent de laboratoires ou des premières usines, d'usines et flambant neuves, ouais, moi, je suis ultra intéressé parce que un de mes combats, c'est la baisse du poids carbone. Demain, si je mets de la batterie et qu'on me propose une top niveau 100% à 2 tonnes de CO2 et une de deuxième vie à 80% à 500 grammes de CO2, je ne vais pas hésiter une seconde. Parce que évidemment, moi, le poids carbone général est hyper important dans mon... pour moi personnellement, mais dans mon modèle général, je vais foncer vers le deuxième. Et deuxième point fondamental, c'est que pour une voiture, il faut faire de la légèreté. Pour un bâtiment, c'est loin d'être une fonction obligatoire, quoi.
Donc voilà le lien qu'on va avoir. Moi, à la limite, je vais essayer de récupérer, réoptimiser le brevet qu'il y a sur mon éolienne, que je n'ai jamais déposé parce qu'il était déposé début du XXe siècle. C'était à l'époque où l'aluminium n'existait pas. Donc la machine qui avait sorti, c'était une turbine qui pesait je ne sais pas combien, 500 ou 600 kilos, quand nous, on est à moins de 100 kilos. L'aimant néodyme n'existait pas, l'électronique de puissance n'existait pas, les batteries, alors il existait des batteries chimiques, mais c'était très très compliqué. Et le mec, il avait inventé quelque chose qui était en théorie cool, mais dont l'humanité n'avait pas de technologie pour faire fonctionner. Moi, aujourd'hui, j'ai de l'aluminium, j'ai des composites, j'ai des roulements d'une qualité incroyable. Il fallait voir les roulements au début du XXe siècle. Là, aujourd'hui, je sais faire tourner un brevet qui était très intelligent il y a un siècle, mais il n'y avait pas les technos pour le faire tourner, quoi. Et entre deux, il y a eu des gens comme Nesrin qui ont développé ces X techno. Bah, nous, on a tout remis dans une machine numérique. On a regardé ce qui était voilà, les différentes courbes de Gauss. Bah, c'est en haut des points, on a dit bah, on veut ça. On a tout mis dans la même machine et on a notre éolienne aujourd'hui. Juste, Yvan, juste un seul. J'ai une petite remarque en fait. Là, je suis tout à fait d'accord avec Quentin et j'ajoute une petite remarque. Ça concerne en fait les métaux parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui se passe actuellement, c'est une reconversion industrielle en fait massive. Donc, il y a un passage d'un système qui était à forte intensité de carburant à un système à forte intensité en matériaux. Donc, pour répondre à votre question, la deep tech ou tout ce qui est innovation, ça doit concerner uniquement comment on réduit la consommation, comment on réduit la fabrication. D'accord. Et la réutilisation, je suis plutôt très favorable à réutiliser, à diminuer la prod. Et donc voilà, chaque chose a son application. Chaque entreprise son objectif. Exact. Petit commentaire, et puis je vais poser une question à Aurélie parce qu'on tourne autour de la flex depuis tout à l'heure. Tout petit commentaire, c'est bien de réutiliser ce qui vient des transports parce que le budget R&D des transports au niveau monde, c'est 10 fois le budget de R&D au niveau voire même 100 fois, je crois, même le budget de R&D des acteurs du bâtiment. C'est-à-dire que les constructeurs automobiles dépensent 100 fois plus en R&D que tous les acteurs du bâtiment réunis. Je crois que c'est à peu près le même ordre de grandeur en France. Pour autant, on passe 23 fois plus de temps dans sa maison qu'on ne passe de temps dans sa voiture. Donc, c'est très bien d'aller réutiliser des technologies qui sont développées massivement dans d'autres secteurs avec des moyens considérables quand on n'a pas forcément les mêmes exigences. C'est tellement important d'avoir un éclairage LED qui change de couleur quand on rentre dans sa voiture d'un autre côté. Je comprends. Voilà. Ah bah oui. Et puis alors le pare-buffle quand on est à l'intérieur du périphérique, ça c'est vraiment le truc. Je sais pas comment on peut faire sans. Hein. Je dois avouer, j'ai toujours été fasciné par ceux qui voilà. Bon bref, refermons la parenthèse. On a tourné autour un petit peu du sujet flexibilité. Quentin l'a dit en disant bah moi j'ai des panneaux PV plus de l'éolien, donc c'est vrai qu'en termes de courbe de production, je suis meilleur que PV seul ou éolien seul. Nesrine disait bah une heure d'ensoleillement, c'est une année de consommation au niveau de la planète. Avec la question, entre les deux, si on veut faire entre les deux, ça s'appelle de la flexibilité, c'est-à-dire il faut stocker, déstocker, etc. Hydrogène et flexibilité, c'est quand même la grande promesse de l'hydrogène aujourd'hui. Alors, le power to gas, donc l'électrolyse de l'eau pour transformer de l'hydrogène, c'est bien l'objectif, c'était stocker les surplus d'électricité dans le réseau de gaz qui est une fonction de stockage. Et c'est pour ça que le projet Jupiter 1000, on le mène avec RTE, qui est le gestionnaire de transport électrique, donc les deux transporteurs de gaz, Terega et GRTgaz, et avec la CNR, Compagnie Nationale du Rhône, qui est le producteur électrique. Et donc, on fait des tests justement pour regarder quels sont les services qui peuvent être rendus en termes de modularité au réseau électrique. Donc, notre démonstrateur, en fait, va être piloté à distance par la CNR. Et puis, on regarde les réactions de ces deux types d'électrolyseurs. Un électrolyseur qui utilise un électrolyte alcalin
est plus traditionnel, et un autre, un électrolyseur à membrane qui réagit plus vite en termes de flexibilité pour regarder lequel réagit mieux. Et donc ça, c'est des tests de fonctionnement qui sont conduits par le CEA. Enfin, il faut savoir que le réseau de gaz, en règle générale, il offre une grande flexibilité parce que déjà, il est connecté à des stockages souterrains. Donc, en fait, on stocke l'électricité l'hiver et on stocke l'été pour la ressortir l'hiver en fonction de la demande. Mais il y a aussi une partie dans le réseau, dans la canalisation, qu'on appelle le line pack, qui est un stockage naturel au sein de la canalisation. Donc, cette fonction de stockage, elle existe pour tout le transport de gaz naturel aujourd'hui, qui va devenir de plus en plus vert. Et puis, le jour où on aura converti des canalisations hydrogène, on aura aussi cette fonction de stockage qui permettra de moduler. Parce qu'aujourd'hui, la demande, elle n'est pas constante. Donc, il y a la demande en fonction des conditions climatiques pour les clients domestiques, mais il y a aussi de la demande industrielle qui peut varier. Et c'est tout ce système gazier interconnecté en Europe avec ses stockages souterrains et tout le stockage de la canalisation qui permet d'avoir cette flexibilité. Donc, on a une vraie puissance de stockage sur tout le réseau gazier qu'on veut aussi mettre à disposition pour l'hydrogène. Et alors, concrètement, des startups, elles peuvent se positionner sur quelle typologie ou quelle technologie? Parce que rétrofitter un réseau gazier en réseau hydrogène, j'imagine que c'est pas du jour au lendemain en claquant des doigts. Non, alors pour ça, c'est vrai qu'on se prépare. Alors on va inaugurer fin novembre des nouveaux bancs de test dans notre centre de R&D qui s'appelle RISE, qui est basé donc pour les bancs de test hydrogène, ce sera basé à Alfortville. C'est un projet qui est aussi soutenu par la région Île-de-France. On va tester en fait nos canalisations et nos matériels pour vérifier la compatibilité à l'hydrogène. Et ces bancs de test, en fait, on les veut ouverts le plus possible. Donc, on veut ouvrir nos labos. Aujourd'hui, on a déjà des collaborations avec des entreprises étrangères, mais en fait, il y a toute une industrie derrière. L'industrie gazière, ce n'est pas juste le gaz, les tuyaux, mais il y a plein de fabricants de matériel qui vont devoir aussi s'adapter, créer des nouveaux matériels qui peuvent paraître basiques, comme des vannes ou des compteurs, mais qui sont fondamentaux. Et parfois, c'est des petites entreprises. Et elles ont besoin de connaître le marché, d'être sûres de ce qu'on va faire. Et donc, on veut les tester, les aider à pouvoir tester leur matériel sur nos bancs de test Phoenix. Et notre centre de R&D, dont la principale localisation est à Villeneuve-la-Garenne, commence aussi à s'intéresser plus particulièrement aux startups et serait prêt à accueillir d'ailleurs une startup dans des métiers connexes à ce qu'on fait pour pouvoir donner accès à nos labos, parce qu'on a des moyens importants, des moyens, par exemple, de contrôle de qualité gaz. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'ouvrir petit à petit, et on a besoin de commencer petit pour voir comment on peut fonctionner ensemble avant une future pépinière, on espère. Oh, bah, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. J'ai retenu de ce que dit Nesrine et Quentin, il y a quand même la nécessité à un moment d'avoir un petit terrain de jeu. Pour Nesrine, un pétrolier en Afrique. Pour Quentin, des acteurs du bâtiment qui acceptent à un moment d'installer le bidule du Néol en haut du bâtiment, pour faire très court. Le bidule, le truc, quoi. Enfin, l'équipement, la plateforme. La plateforme, on va dire ça comme ça. Voilà. Ça se trouve comment, un partenaire comme ça, une annonce sur le Bon Coin, une recherche systématique, une étude de marché qui coûte 96 653 €? Non, 350, une bonne bière. Une bonne bière? Ouais. En vérité, non, je vais rigoler par je ne sais pas combien, 1000 €, mais c'est pas loin du coup de la bonne bière, c'est-à-dire que c'est une rencontre humaine tout simplement. Alors elle se fait face à une bière, elle se fait dans un séminaire, sur un salon, sur une rencontre, dans un déjeuner, ça on s'en fout, mais c'est une rencontre humaine avant, et à un moment on est en train d'en parler, et moi j'ai suffisamment je vais lâcher ce côté humain en disant j'ai besoin de ça et ça, et des fois je tombe sur des gens, je tombe sur un responsable innovation de SIGH quasi au tout début, il y a 5 ou 6 ans,
Il me fait, mais attends, nous, on rêverait de pouvoir faire de l'innovation. Il fait, viens dans mon bureau, prends un rendez-vous dans une semaine, on prend rendez-vous. C'est quoi les prochains programmes? Il y a celui dans 6 mois. Ah, 6 mois, je suis pas 8 mois, on est bon. Bing, et ma première éolienne était posée sur un bâtiment. Et je tombe sur quelqu'un qui connaît l'ensemble des problématiques du bâtiment, donc les règles de sécurité, les normes, l'ensemble des éléments. Et il m'a donné ses ressources, ou il m'a donné... il m'a dit en amont, voilà à quoi tu dois répondre pour pouvoir y arriver. Et voilà, j'avais 8 mois, enfin, c'était pas infaisable, mais j'avais la liste exhaustive des points qu'il fallait que j'aborde pour être sûr de pouvoir le poser. Et ça, je ne peux pas aller le chercher tout seul. Je vais le chercher avec quelqu'un qui connaît le métier et qui a vraiment envie d'innover avec nous. Donc, c'est pour ça que ma réponse, je vais presque rester là. Oui, c'est le prix d'une bonne bière. Bon, c'est en capitalisation. C'est parce que je suis des Hauts-de-France, je sais que ça peut coûter un peu plus cher une bonne bière, mais bon. Voilà, mais parce que les bières sont excellentes dans les Hauts-de-France. Et voilà, et pas cher. Bon, Nesrine, question, ton pétrolier en Afrique, sans trahir de secret, tu l'as... comment dire, t'as fait la sortie du CAC 40, dis-nous tout. Alors, en fait, là, la démarche est un peu différente puisque au sein de Hive, on a le budget de communication, le budget de branding, c'est 0 €. Donc, on n'a même pas un responsable communication, responsable oui, mais marketing. Et tu es là, voilà. ça remplace. Là, en fait, c'est pas simple, mais la formule est aussi c'est simple. Il y a deux points, en fait. Un client qui souhaite, ou un partenaire qui souhaite partir au travail avec vous, c'est pour 2 raisons. Première, c'est l'envie de travailler avec vous parce que le projet lui plaît, etc. Et surtout, si c'est innovation ou bien un projet qui répond à son besoin. Et deuxième, c'est la confiance. Et la confiance, ça prend du temps. Donc, c'est pas le fruit du hasard. Ça a pris énormément de temps. C'est une première collaboration. C'est pas une première collaboration parce qu'on a plusieurs collaborations avec des laboratoires en France, des industriels, etc. Mais et actuellement, on étudie d'autres projets de peut-être pas de giga, mais de méga factory. Donc, production, c'est quelques mégawattheures par an. Et donc, on a reçu plusieurs demandes, sachant que si vous visitez notre site, c'est pas un site marchand et on communique pas en fait, à part LinkedIn. On n'a pas d'autres moyens de communication, mais c'est la confiance, c'est nos partenaires, c'est bouche à oreille. Et un autre point, c'est ce que j'ai dit 2 fois peut-être dès le départ, c'est que tout simplement, une startup deep tech, si elle est là, c'est parce qu'elle apporte une solution. Donc, cette solution est tellement évidente qu'on n'est pas obligé d'aller chercher des clients. Merci beaucoup. D'accord. Benoît, je vais te repasser la parole parce que je crois que tu as un petit disclaimer de fin. Je vais quand même donner 2 éléments qui m'ont beaucoup marqué dans le débat, qui se raccrochent tous les deux à la question du temps. Première chose, il faut réintroduire une valeur du temps dans le système énergétique, quel que soit le mix énergétique. Il va falloir faire de la flex, et la flex, c'est simplement déplacer des consommations ou des productions dans le temps. Et puis, la deuxième point sur le temps, c'est que ça prend tellement de temps pour arriver jusqu'au marché qu'il faut surtout ne pas hésiter à sauter sur toutes les opportunités marché à court terme. Ce que disait Quentin ou ce que disait Nesrine. Vendez, 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 vendez. Et puis après, vous attaquez le 5e bullet point de votre présentation du plan stratégique. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. En tout cas, merci à tous les 3. Et Benoît, je sais, j'allais appeler Benoît Cognac-Jet. À vous, Cognac-Jet. Par contre, Benoît, ton micro est fermé. Toujours. Merci Yvan. Effectivement, merci pour ces débats passionnants et sur effectivement 2 approches différentes. Très, très pragmatique de développement des meilleures technologies les plus adaptées au marché, et l'autre où on se projette très très loin pour développer très en avance tout ce qui sera utile pour décarboner des activités. Et vos approches, les débats l'ont montré, sont vraiment très complémentaires, et vraiment ça a rendu le débat très intéressant. Et puis effectivement, là, pour faire le lien avec ces 2 approches, nous avions effectivement GRT Gaz, qui lui va être capable de mettre en œuvre à plus grande échelle ces technologies avec sa flexibilité, avec son réseau.
En tout cas, merci pour la richesse des débats. Et puis, je vous donne rendez-vous pour donc nous sommes à la troisième journée, à la fin de la troisième journée de notre Meetup CleanTech 2021. Donc, que nous concluons avec une très belle table ronde, avec des échanges très riches. Et demain, je vous donne rendez-vous pour la table ronde sur la rénovation énergétique, qui sera non moins intéressante demain matin. À bientôt et très bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée.